Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors, je reviens une fois de plus pour la seconde partie du premier chapitre du cours de statique appliquée. Vous vous rappellerez déjà lors de la première vidéo, nous avons parlé d'une introduction en fait purement théorique sur le cours de statique, mais d'un point de vue général, nous avons touché presque toute la mécanique. Et ici, nous allons continuer avec des principes de loi de base, comme on l'a dit l'autre fois. Alors, nous allons parler de ces quatre concepts regroupés en six principes fondamentaux sur lesquels même s'appuie toute la mécanique en toute son intégralité. Alors, nous avons la loi de parallélogramme et la première loi de Newton que nous allons tout à l'heure voir. Ces deux lois sont les seules lois que nous allons utiliser pour le cadre du cours de statique appliquée, qui est une branche de la mécanique, comme nous l'avons dit lors de notre première vidéo sur cette première partie du cours de statique. Alors, il faut dire que la loi de parallélogramme, en fait, c'est une loi d'addition, en fait, de forces. C'est-à-dire, nous supposons que lorsque nous avons une certaine particule A, soumise à l'action de deux forces, nous avons la première force P et la deuxième force Q. Alors, ces deux forces ici, comme on le voit ici, peuvent être remplacées par une seule force nommée P plus Q, qui est généralement appelée la résultante de force, que nous obtenons en fait en traçant, comme on peut voir sur ce graphique ici, un parallélogramme, voilà, dont le côté ici sont égaux aux deux forces que nous avons données. Ce côté est égal à cette force et ce côté ici est égal à cette force. Ça crée ces parallélogrammes dont la diagonale ici est la résultante de force P et Q. Ça, c'est la loi de parallélogramme qu'on va trop exploiter pour le cadre du cours de statique. Nous avons également le principe de transmissibilité. En fait, le principe de transmissibilité, c'est un principe, je dirais ici, de conditions d'équilibre ou même de mouvement d'un corps. Parce qu'au fait, elle suppose ici que ces conditions ici d'équilibre ou de mouvement d'un corps ne seront pas changées, donc restreintes à changer, si la force qui agit par exemple sous un corps en un point donné est remplacée par une autre force de la même grandeur, hein, le même module, je dirais, et de la même direction, mais qui agit en un point différent. Jusqu'ici, en fait, ce principe n'a pas de sens. Pour qu'il ait de sens, il faut encore ajouter ici, mais à condition que les deux forces aient la même ligne d'action. Et donc, nous allons exploiter les principes de transmissibilité pour la suite, au fait, de ce cours que vous verrez dans les chapitres qui suivent. Et ici, on peut parler de trois lois de Newton. Alors, Newton a beaucoup travaillé sur la mécanique, comme on l'a dit, au XVIIe siècle, jusqu'au point, au fait, d'établir trois lois. Et donc, la première loi, qui est connue encore sous le nom de la loi d'inertie, peut être tout simplement exprimée comme étant les conditions, en fait, d'un corps, d'un corps ne change pas. Un corps, donc, va demeurer en équilibre, donc immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme à vitesse constante, aussi longtemps qu'aucune force extérieure vient perturber au fait ces conditions pour ce corps. Alors pour cela, on va se dire, tout corps au fait ici, qui, voilà, d'une manière suppositoire, si je dirais, si je peux le dire comme ça, ne connaît aucune interaction avec son environnement, aucune interaction avec son monde extérieur. C'est ce qu'on appelle au fait de corps qui sont isolés ou de corps qui sont libres. Donc on va dire que toute particule libre reste dans une condition d'équilibre, car on suppose ici qu'elle connaît aucune interaction avec l'extérieur. Donc elle est soit immobile si elle était au départ immobile, ou évolue dans un mouvement rectiligne uniforme à vitesse constante si au départ ces corps étaient en mouvement. C'est comme ça qu'on va dire que tout objet demeure immobile ou se déplace en une ligne droite avec une vitesse constante tant qu'aucune force extérieure ne vient déranger au fait cela. Et donc on va dire, en d'autres termes, parce qu'on connaît cette loi ici comme la loi d'inertie, on va dire qu'une particule libre se déplace toujours avec une quantité de mouvement qui est une constante. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur la première loi de Newton. Et la deuxième loi de Newton, en fait, ici, peut être exprimée comme étant, lorsque nous faisons soumettre, au fait, nous soumettons, je dirais, à un corps ou à une particule une certaine force qu'on va appeler ici la force F,
Au fait, cette force ici va faire à ce que ce corps puisse avoir une certaine accélération, laquelle accélération sera égale au fait au rapport de la force qu'on a appliquée par la masse de ce corps. Et donc, on va dire qu'un solide, au fait, un corps soumis à une certaine force, acquiert une certaine accélération, laquelle accélération est tout simplement égale au rapport de la force que nous avons appliquée par la masse de ce corps. Et cette seconde loi de Newton est connue sous le nom de la loi fondamentale de la dynamique, la relation fondamentale de la dynamique. Et on peut par exemple ici dire que nous connaissons que la force est donnée par la variation de la quantité de mouvement. Si connaissons que la quantité de mouvement est le produit de la masse d'un corps par sa vitesse, eh bien on va dire que nous avons le produit, la dérivée d'un produit. Et la dérivée d'un produit est donnée par cette expression qui est là, c'est-à-dire donc la dérivée de la première variable multipliée par la deuxième variable, et puis la dérivée de la deuxième variable multipliée par la première variable, et donc cette relation n'est plus à démontrer. Et donc si nous supposons ici que la masse du corps que nous étudions est une constante, nous obtenons donc ici que la force est tout simplement donnée par la masse, par la variation de la vitesse du corps dans le temps, qui est tout simplement la masse fois l'accélération. Encore ici, si on se dit que nous sommes en présence au fait d'un corps qui est immobile, donc ici immobile, donc la vitesse est une constante et donc sa variation est nulle, nous allons donc revenir à la première loi de Newton qu'on a dit ici pour dire qu'en d'autres termes, la force qui agit sur la particule est nulle, c'est-à-dire la particule ne connaît aucune interaction en fait avec son environnement extérieur. Donc la somme des forces qui agissent sur la particule est donc égale à 0. Et la troisième loi de Newton, qui est la loi d'action-réaction, on peut dire par exemple que soit une force F1 développée par une certaine particule numéro 1 par exemple, cette force aussi développée par cette première particule est donnée par la variation de la quantité de mouvement de la première particule sur la deuxième particule ici. Donc, en appliquant cette force, la deuxième particule développe également une force qui est égale en module et en direction à la première force, mais opposée en sens. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et comme je l'ai dit ici, cette loi est tout simplement connue comme étant la loi d'action et réaction. Il y a donc à toute action correspond une réaction de même grandeur, de même direction si c'est un vecteur et de sens opposés, comme on l'a démontré tout à l'heure. C'est comme ça qu'on dit même par exemple que lors de l'interaction gravitationnelle entre la Terre et les objets sur sa surface, eh bien la Terre exerce sur des objets en fait si on dit que ces objets sont isolés, c'est-à-dire que ces objets ne sont pas retenus par d'autres éléments, ils sont libres. Et donc ici, si ces objets sont isolés et que la force exerce une certaine force sur ces objets ici tombent en un mouvement rectiligne uniformément retardé avec une certaine accélération constante qu'on a nommée ici G. Voilà. Et enfin, notre sixième loi qui est la loi de la gravité de Newton, donc la loi gravitationnelle de Newton, on peut l'énoncer tout simplement en disant que lorsque nous avons deux particules, une particule a une certaine masse m et l'autre a une certaine masse petit m, ces deux particules, en fait, sont attirées mutuellement avec des forces qui sont opposées. Laquelle force est définie tout simplement par une certaine constante qu'on appelle la constante gravitationnelle, multipliée par la somme de ces deux masses, divisée par les carrés de la distance qui sépare ces deux particules. Comme nous pouvons le voir ici, comme on vient de le voir pour la troisième loi de Newton, nous pouvons même dire que la loi de gravité de Newton va introduire l'idée d'une action exercée à distance et vient étendre même ici la troisième loi de Newton pour dire qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir l'action et la réaction pour des corps en contact, même pour des corps à distance. Et donc on dit à toute action correspond également une réaction. Il faut retenir ici que nous utilisons en fait des systèmes d'unité pour quantifier en fait l'ampleur, le module de la force. Pour cela, on va dire par exemple que les Anglais n'utilisent pas un même système de codage ou même de quantification, si je peux dire, de la force. C'est comme ça qu'il y a différents systèmes d'unités et pour chaque système, il y a des unités qui correspondent à des valeurs précises de force. Et donc pour les systèmes par exemple internationels MKSC, l'unité de la force c'est le Newton et le Newton représente 1 kg multiplié par 1 mètre par seconde carré, donc qui détermine la masse ici multipliée par l'accélération. Et dans le système CGS, ici, la force est exprimée en digne et une digne est donnée par 1 cm par gramme multiplié par gramme par seconde, qui est toujours
ici, voilà, donné par... et on peut aussi voir ici que la force, au fait, la force a aussi une expression qu'on appelle les kilogrammes force, et un kilogramme force équivaut à 9,81 newtons. Alors, il faut ici dire qu'il y a des préfixes pour ces forces, pour ces grandeurs que nous manipulons ici. Si la force, par exemple, devient si importante que ça, et qu'on n'arrive pas à bien écrire une valeur avec 12 zéros ici, comme par exemple, on dit, par exemple, nous avons un téra, pour dire, par exemple, 1 téra newton, pour dire que nous avons 10 exposants 12 newtons. C'est comme ça qu'on va, par exemple, parler des kilonewtons qui représentent 10 exposants 3 newtons, et même des sous-multiples du newton pour parler, par exemple, ici du millinewton, 10 exposant moins 3 newtons, et même on peut arriver à autonewton qui représente 10 exposant moins 18 newtons. Alors, il y a des principales unités du système international que nous utilisons. Par exemple, on va dire que l'accélération se met à mètres par seconde carré. Nous utilisons l'accélération angulaire, nous mettons en radians par seconde carré. Nous utilisons par exemple le volume en mètres cubes. Nous utilisons le travail en joules. Et comme nous pouvons remarquer ici, certaines unités prennent le nom au fait de scientifiques qui ont mené des études dans ce cadre-là. Par exemple, dans le cadre énergétique, Joule a mené des études et on va dire que nous allons accorder à ces messieurs au fait ici cette unité. Nous avons le Joule ici, nous avons Pascal pour la pression et autres. Nous avons aussi Newton ici, dont on a parlé tout à l'heure, en ce qui concerne les unités. Alors, il y a des conversions d'un système à un autre. Par exemple, les Anglais utilisent la livre. Hein, et on peut dire par exemple IB est égal à, un IB est égal à 4,448 newtons. Les slag, la limace, l'unité de masse, correspond en fait à 14,59 kg, parce que la limace ici est donnée tout simplement par les livres multipliés par l'inverse au fait ici de l'accélération, qui est tout simplement donné par ceci. Et nous avons les pounds mass aussi, qui correspond à 0,4536 kg. Mais il y a des conversions pour passer par exemple d'un système d'unité à un autre ici. Pour dire par exemple, pour passer des feet par seconde au carré et arriver en mètres par seconde carré, eh bien, il faut tout simplement multiplier notre valeur par 0,3048, notre valeur en feet par seconde carré. Et pour passer par exemple ici de feet cube, par exemple en mètres cubes, nous allons multiplier notre valeur de feet cube en 0,02832. Et de la même façon, en fait, pour toutes ces grandeurs, je vous demande ici de pouvoir consulter attentivement, en fait, ces correspondances ici d'unité, parce que dans les exercices, nous allons plus utiliser des systèmes de conversion des grandeurs, par exemple en anglais, des grandeurs du système international, pour vous permettre, au fait, de pouvoir vous habituer, au fait, à tout ce qu'il y a comme système d'unité, parce que, bon, vous voyagez, vous êtes, par exemple, ingénieur, vous êtes ceci, vous êtes obligé de vous habituer à tout ce qu'il y a comme grandeur de quantification et pour vous en sortir un peu plus facilement. Alors c'est comme ça qu'on va s'arrêter ici pour ce qui est de ces premiers chapitres, qui était un premier chapitre qui visait tout simplement à introduire des concepts de base. Et le second chapitre sera intitulé tout simplement statique de particules. Et nous allons essayer d'étudier l'équilibre d'une particule. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, écrivez-nous en commentaire, posez-nous vos questions et pour la suite de cours comme ça vous permet de pouvoir vous améliorer, de mieux comprendre le cours et surtout vos suggestions, mais aussi observer les mesures barrières. Protégez-vous et protégez vos parents et vos proches. En tout cas, tout à l'heure, bye bye, prenez soin de vous.